Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. Vous êtes en direct sur la chaîne parlementaire. On part ce soir en Israël parce que ce sont les élections législatives. Elles ont lieu en ce moment même parce que les bureaux de vote ferment tard en Israël. Ausculté de très près ici en France, on va bien sûr en parler avec cette question. Benjamin Netanyahou peut-il conserver son poste de Premier ministre? C'est une élection anticipée en forme de référendum. La bataille est serrée parce que ce soir, le Parti travailliste, en tout cas dans les sondages, je reste prudent, est en tête. C'est le parti d'Isaac Herzog. Courte avance, au-delà des personnalités, des personnages, on va s'intéresser à cette campagne sur le fond, sur les thématiques, évidemment la sécurité d'Israël, mais pas seulement, peut-être aussi une partie de l'opinion est peut-être lassée de la manière dont fait de la politique Benjamin Netanyahou, le Premier ministre. On en parlera ce soir avec nos invités, des Israéliens qui sont inquiets pour leur pouvoir d'achat, pour le prix du logement, bref, pour des sujets extrêmement concrets qui dépassent largement les questions de sécurité. Puis on parlera aussi de ceux qui sont ulcérés par le train de vie de Benjamin Netanyahou. La Cour des comptes l'a épinglé, on en parlera dans quelques instants. Et puis on parlera de cette liste arabe unifiée qui regroupe alors des tout petits partis. L'idée c'était de les éliminer. Il y a une réforme du mode de scrutin, puis finalement ils se sont regroupés et ils vont exister à la Knesset un peu plus encore. Ils regroupent les frères musulmans mais les crypto-communistes. On va en parler parce que c'est assez complexe. Dans quel état d'esprit ce soir sont les Israéliens concernant la création, parce que ça c'est une question importante ici en France, la création de deux États indépendants, israéliens et palestiniens, parce que ça n'a pas forcément été beaucoup évoqué pendant cette campagne. En tout cas, Benjamin Netanyahou a brandi la menace, c'était hier. Si le Parti travailliste est de retour, il reviendra aux frontières de 67 et il s'est opposé à l'occasion d'un communiqué à la création d'un État palestinien, c'est ce qu'il a dit hier. On fait le point ce soir sur ces élections législatives. lcp.fr, vous connaissez notre adresse, le JDD bien sûr. Beaucoup de votants ce soir, vous allez découvrir notre vote qui n'est pas un sondage. #CVR, c'est pour les tweetos et il y a déjà beaucoup de tweets. Et puis si vous voulez jeter un œil sur notre page Facebook, vous pouvez liker. Rudy Sall, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UDI des Alpes-Maritimes, vous êtes le vice-président du groupe d'amitié France-Israël et vous êtes le président de l'association France-Israël Nice-Côte d'Azur. Vous étiez en Israël il y a quelques semaines. Oui, il y a 3 semaines. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Esther Benbassa, bonsoir. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts. Évidemment, vous regardez de très près ces élections israéliennes. Vous êtes française, mais aussi israélienne et turque, je crois, si je ne m'abuse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Face à vous ce soir, Alain Dikoff, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du CERI Sciences Po, directeur de recherche au CNRS. Le conflit israélo-arabe, c'était chez Armand Collin, il est sorti en 2011. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis sur ce plateau, Denis Siffert, bonsoir. Vous êtes le directeur de la rédaction de Politis, qui fait justement sa une. On va découvrir la une sur ces élections, la fin de la solution à deux États, avec un point d'interrogation, et puis avec un dossier intérieur où vous signez un article où je crois que vous parlez d'ailleurs précisément de ce parti de l'Union des partis arabes. On y reviendra dans quelques instants. D'abord, nous sommes en duplex. C'est important aussi d'avoir la température, même si on n'a aucun résultat ce soir. Et on va rester prudent. On est avec Alice de Comarmont. Bonjour Alice. Je dirais bonsoir parce que voilà, le soleil s'est couché. Vous êtes notre correspondante pour LCP en duplex de Tel Aviv. L'état d'esprit de cette campagne et les forces en présence. Racontez-nous, Alice. Oui, alors Israël pour le monde, c'est toujours résumé au conflit israélo-palestinien. Le conflit a en effet toujours dominé les débats, mais il semblerait que les défis socio-économiques prennent une deuxième fois, comme en 2013, le dessus dans cette campagne. Le pays traverse en effet une sévère crise du logement. Entre 2008 et 2013, les prix de l'immobilier ont bondi de 55% et les prix des loyers de 30%. Une situation qui révolte une bonne partie de la classe moyenne ici. Alors on se souvient de la révolte des tentes en 2011. Ce mouvement a réveillé les consciences israéliennes et ce scrutin confirme les questions économiques sont toujours au cœur des débats. Préoccupation donc principale pour 60% des citoyens israéliens, mettant donc les questions sécuritaires de Benjamin Netanyahou au second plan. L'Union sioniste a concentré sa campagne autour de ce thème, mais pas seulement, puisque les autres partis de centre droit, Yair Lapid et Moshe Carlon, ont eux aussi mis au premier plan ces problématiques. Moshe Carlon, donc à la tête du parti de centre droit Kulanu, pourrait être le faiseur de roi de cette campagne. Il symbolise pour les Israéliens l'espoir, le renouveau économique. Il avait été celui qui avait brisé le monopole de la téléphonie mobile, espoir qu'il incarne aussi par sa personnalité très proche du peuple. Et face à cela, justement, Netanyahou est apparu justement de plus en plus loin du peuple et de ses préoccupations. Il n'a cessé de mettre en garde contre les menaces djihadistes, contre les visées nucléaires de l'Iran, thème qui a tendance à agacer de plus en plus la classe moyenne israélienne que j'ai pu rencontrer aujourd'hui dans les bureaux de vote.
le dernier thème de cette campagne est finalement un peu la personne qu'incarne le Premier ministre, hautain, sévère, loin des préoccupations des citoyens israéliens. Ces derniers jours, les manifestations anti-Bibi... Vous m'entendez toujours? Oui, allez-y, l'image est figée, mais ce qui est important, c'est votre voix. Les manifestations anti-Bibi rassemblant tous les partis confondus ont donc été importantes. Reste à savoir si cela va se confirmer dans les unes ce soir. Alors, juste un tout petit mot avant de vous quitter, parce que comme on dit, la connexion est moins bonne. Parlez-nous, Alice, brièvement de ces Français qui ont fait l'Alia. Ils étaient très nombreux et qui se sont installés en Israël. Vous les avez rencontrés. Pour qui voulaient-ils voter? Oui, ils sont en effet de plus en plus nombreux à immigrer en Israël, puisqu'en 2014, on compte quand même 7000 Français contre 3000 en 2013. C'est le premier pays en 2014 des migrations juives, la France. Et effectivement, je les ai rencontrés. Contrairement à la majorité des Israéliens qui, bien sûr, mettent le pouvoir d'achat, pour qui le pouvoir d'achat est la principale préoccupation, ces Français m'ont dit beaucoup plus sensibilisés par la sécurité dans leurs frontières. Un sentiment qui vient souvent du fait qu'ils ont quitté la France par peur de l'antisémitisme qu'ils disent croissant dans leur pays d'origine. Un électorat qui vote donc traditionnellement à droite, et Benyamin Netanyahou le sait puisqu'il les a lui-même appelés à faire leur alia au lendemain des attentats de Paris. Un électorat qui n'est néanmoins pas complètement perdu pour le camp sioniste, parce que beaucoup de jeunes arrivants que j'ai pu rencontrer se disent très déçus du coût de la vie, des salaires très bas. Les chiffres de l'AIA devraient encore augmenter en 2015, mais donc tout est encore à jouer dans les sondages. Merci Alice, vous étiez en direct avec nous de Tel Aviv, vous êtes la correspondante pour la chaîne parlementaire, justement pour vivre assez concrètement ces élections législatives en Israël. Rudy Sall, on a entendu un panorama de cette campagne, il y a les questions, je dirais, qui sont très classiques, il y a des campagnes, des sujets qui sont le pouvoir d'achat, le logement, la vie chère, des questions de sécurité, et on a entendu aussi notre correspondante nous dire que la personnalité de Benyamin Netanyahou commençait à ulcérer, à agacer. J'évoquais la Cour des comptes qu'il a épinglée sur cette résidence secondaire qui était un petit peu exorbitante, sur sa façon de faire de la politique. Est-ce que les Israéliens ne sont pas un peu fatigués de la façon dont il fait de la politique? Écoutez, je ne sais pas s'ils sont fatigués sur la façon dont il fait de la politique, mais nous sommes dans une démocratie. Donc, lorsque j'entends les commentaires qui sont faits sur les réactions des Israéliens vis-à-vis de la politique israélienne, j'ai l'impression de me trouver en France et d'entendre à peu près les mêmes récriminations. Les problèmes économiques, les problèmes sociaux touchent aujourd'hui beaucoup de pays, et Israël en fait partie. Donc, vu de l'extérieur, on n'a pas toujours le sentiment que ces questions-là pèsent dans la vie israélienne. On pense qu'à la sécurité. Et on parle toujours du problème israélo-palestinien, mais la société israélienne est une société très complexe, à l'instar de la société française et de toutes les grandes démocraties. Et donc, ces problèmes, effectivement, jouent beaucoup dans le débat. Moi, je l'ai entendu, j'étais en Israël il y a 3 semaines, et curieusement, effectivement, on entendait une grande partie de la population très préoccupée par les questions de sécurité, comme nous le sommes nous-mêmes d'ailleurs, à des degrés divers, mais en tout cas, ce sont des questions auxquelles on ne peut pas échapper aujourd'hui, et en même temps, une grande partie de la population qui parlait des problèmes intérieurs. Donc on est dans un pays très comparable à ce que nous vivons. Esther Benbassa, la façon dont Benyamin Netanyahou gouverne, gère ce pays, les critiques qu'il a pu avoir sur sa façon de faire de la politique et la façon dont il a abordé les questions de sécurité, le dossier iranien, bref, un certain nombre de questions. Est-ce que ça peut lui être défavorable ce soir? On fait un peu des pronostics puisque les résultats ne sont pas tombés. Enfin, je ne suis pas devin quand même. Bon, je vais souvent en Israël et puis j'ai une très grande famille en nombre en Israël et depuis des mois, on entend la même chose. On en a assez de cet autiste, il l'appelle l'autiste. Il nous parle tout le temps de sécurité, il nous parle tout le temps de la guerre, parce que surtout qu'actuellement, les Israéliens sont dans une sorte de déni du problème israélo-palestinien et ce qui les intéresse, c'est le coût de la vie, le logement très cher et puis l'écart. Moi j'ai grandi en Israël, l'écart entre riches et pauvres n'était pas aussi grand, ouais. Non. Je me souviens de l'époque où on allait en short à l'opéra. Enfin, c'était une société beaucoup moins clivé plus homogène. Au niveau des revenus, du mode de vie, etc. Bon, aujourd'hui, il y a énormément d'Israéliens qui sont en dessous du seuil de la pauvreté.
Et moi, je vais vous donner un exemple. J'ai un frère qui est centriste, contrairement à moi, qui est centriste. Et ce matin, il m'a appelé. Ça, a un sourire, esquisse un sourire. Oui, voilà. Oui, qui a une belle situation. Et il m'a dit, écoute, j'ai voté avec ma femme l'extrême gauche, pour l'extrême gauche, j'ai voté Meretz. J'ai cru qu'il blaguait. Hein. Il me dit, mais écoute, c'est quoi, c'est le Besancenot, c'est un peu le... Je crois que c'est le ras-le-bol. C'est le ras-le-bol. C'est le vote Tout le monde ne protestataire. va pas. C'est le vote protestataire contre Netanyahou et aussi un peu Tzipi Livni. Les gens ne se font pas d'illusions. Il a changé d'adresse très souvent. D'adresse de parti. De parti, elle a beaucoup rebondi. Oui, il y a Herzog qui n'est pas très charismatique. Justement, j'ai lu que ça plaisait peut-être. Finalement, c'est une autre manière d'aborder la politique. Il a une histoire. Il est quand même le fils de Herzog, du président de la République. Il est le petit-fils du grand rabbin Herzog. Donc, il a une histoire sioniste. C'est une grande figure. Mais enfin, pour Tzipi Livni, les gens, enfin, moi, ce que j'ai entendu, et je lis le journal israélien, elle n'est plus crédible. Oui, ils disent, les journaux disent aussi qu'elle a beaucoup joué avec ses différentes appartenances et puis a essayé d'être racoleuse. Les journaux la décrivent dans une boîte de nuit en mini-jupe et des bottes en disant, mais oui, c'est des choses, les Israéliens sont très attachée à ces détails, puisqu'elle se réclame de l'union sioniste. Ouais, on la voit à l'image. C'est un peu à l'encontre de ce qu'on imagine. Oui, absolument. Voilà, et puis une femme en plus qui a un parcours professionnel, elle vient du Mossad, je crois. Denis Siffer et Alain Dikov, juste sur le panorama, parce qu'on va voir un sujet là d'Ahmed Tazir, mais sans faire de pronostic, comment vous regardez ces élections? Comment vous regardez Benyamin Netanyahou usé, ou est-ce qu'il peut garder le pouvoir, rester Premier ministre dans un système de coalition, pour ceux qui nous regardent, qui est bien plus complexe. Vont comparer les élections israéliennes à celles de France. En tout cas, sur le mode de scrutin, jamais vu d'élection aussi compliquée, parce qu'on peut perdre les élections, mais les gagner finalement en ayant un proportionnel intégral. Donc c'est ça l'enjeu aussi ce soir. Hein. On a connu ça en France, parce que la quatrième République, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de fortes chances que ce soir, on ne sache pas, et même avant plusieurs jours, quel va être le Premier ministre, parce qu'on va rentrer ensuite dans un jeu d'alliance, de débauchage aussi, peut-être assez mercantile parfois, pour arriver à former une majorité. On parle d'union nationale possible, c'est-à-dire que le parti travailliste, l'union sioniste et le Likoud de Netanyahou pourraient éventuellement, j'ai lu, créer une sorte d'union nationale. Netanyahou a dit qu'il le refuserait, mais enfin, il l'a dit. Ses propos valent ce que valent les propos de campagne, donc il faut se méfier. Et en effet, si aucune des deux grandes coalitions n'arrive à former un gouvernement, on peut avoir cette hypothèse, qui d'ailleurs aurait un effet assez paradoxal, c'est de promouvoir la liste arabe, en fait, au rang, disons, de principale opposition et de deuxième formation, en quelque sorte, du paysage politique nouveau. Ce qui serait une sorte quand même de cataclysme dans la vie politique israélienne. Parce que je crois que on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus, mais l'apparition de cette liste arabe... je l'ai évoqué, c'est... Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire... Combien de députés, quoi, 10, 13 députés? Ils espèrent 13, 14... Ce qui serait un gros boom, quand même. Hein. Ce qui serait ils en ont toujours 11-12. Oui, mais alors que je crois que M. Lieberman ne souhaitait pas que ces députés siègent. Il avait fait une sorte de... Il est celui qui a promu à son insu la liste arabe en élevant le seuil de... Pour vous, c'est un signe fort, parce que c'est une liste un peu hétéroclite. On va des crypto-communistes jusqu'aux frères musulmans. Hétéroclite, en effet. Mais c'est un signe fort quand même, et qui, curieusement, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir, peut ramener par la bande, si j'ose dire, la question palestinienne, sous une autre forme, avec une reconfiguration du conflit qui aura plus à voir avec les questions de citoyenneté, etc. Alain Dikov, vous dites qu'il y a deux projets, un projet qui affirme une dimension collective de l'identité juive de l'État, puis une autre qui affirme le caractère démocratique de l'État. D'un côté Netanyahou, de l'autre le parti sioniste de Isaac Herzog. On n'en a pas, je fais une incise, on a peu parlé, si j'ai bien compris, de ce débat israélo-palestinien, cette campagne. On l'évoquait au début de ce débat. Vrai ou pas vrai? C'est vrai que ça n'a pas été le cœur. On a parlé de sécurité, on a parlé de pouvoir d'achat, mais finalement, cette question de paix et de deux États, finalement, n'a pas été réellement traitée et abordée.
Non, c'est vrai que Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui n'est plus d'actualité pour les Israéliens ? Évidemment, la réalité reste, le problème n'est pas réglé, comme nous le savons, mais on peut dire quand même que depuis maintenant une dizaine d'années, ça n'est plus quelque chose qui pèse dans les campagnes électorales, parce qu'à tort ou à raison, et ça, il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite de ce point de vue-là, ils pensent qu'il n'y a pas d'interlocuteur du côté palestinien. Et Ça, c'est l'argument aussi de Netanyahou, fréquemment. Oui, mais Herzog a dit la même chose. Herzog Herzog a dit la même chose. Il a dit qu'il n'y avait pas d'interlocuteur, que peut-être qu'on pourrait créer de nouvelles conditions pour relancer le dialogue, mais qu'on ne pouvait pas espérer beaucoup plus pour le moment. Mais ce que je voudrais ajouter, et ça c'est aussi un enseignement qui dépasse le cas israélien, c'est que contrairement à ce qu'on répète parfois, les campagnes politiques, ça compte. Et je pense que c'est ce qu'on va certainement voir. Je pense que la façon dont Netanyahou a mené sa campagne et la façon dont Herzog et Livni ont mené la campagne peut faire la différence et créer la surprise, justement. Parce que Netanyahou est parti d'une position qui lui était favorable et il a pensé, en réalité, en provoquant ces élections anticipées, être... Qu'elle lui était acquise ? Absolument. Ouais. Et en réalité, on se rend compte maintenant qu'en focalisant uniquement sur le dossier iranien, et alors que Herzog a fait le pari de plutôt promouvoir les questions intérieures, La vie des c'est gens. plutôt ces questions qui ont préoccupé les gens. Oui. Parce que en plus, il a eu une réponse quand même, je pense, assez inacceptable quand on lui a dit oui, mais le coût de la vie, il a dit oui, mais avant le coût de la vie, il faut défendre la vie elle-même. C'est-à-dire, en gros, moi, je vais défendre la vie. La Je vous vie, protège. je vous protège. Ouais, c'est ça. Bon, ça, évidemment, il y a quand même beaucoup de gens qui ont un peu du mal à accepter ce type de discours qui, c'est vrai, était quand même un petit peu hautain et montre une méconnaissance de la réalité quotidienne de beaucoup d'Israéliens. Parce que c'est vrai, mais ça, je pense que c'est une vision extérieure. Quand on est à l'extérieur, on pense que les Israéliens ne font que parler de la paix et de la guerre, mais c'est pas vrai du tout. Ils ont des préoccupations très quotidiennes. Il faut aller en Israël pour se rendre compte. C'est en effet vivre l'éducation, la question de la scolarisation des enfants. Des logements, je leur dis. C'est un vrai problème. Donc il y a tout un tas de questions qui se posent au jour le jour et quelque part, je pense que il y a eu un recentrement à la fin de la campagne autour de ces questions et je pense que c'est ça qui peut certainement créer la surprise. Mais encore une fois, c'est vrai que ça ne dit pas qui sera le prochain Premier ministre. Ça reste très incertain par les coalitions. Ce tweet, je pense qu'après le résultat des élections qu'on n'a pas encore ce soir, il va y avoir des tensions dans l'État d'Israël, quel que soit le résultat, parce que je ne comprends pas très bien ce que veut dire ce tweetos. Vous pensez que, quel que soit le résultat, le parti de l'Union sioniste et travailliste ou le Likoud, il y aurait des tensions ? Enfin, je ne vois pas très bien ce que vous savez, on est dans une véritable mosaïque. Moi, j'avais reçu il y a quelques années ici les représentants de tous les partis israéliens qui venaient étudier... Un grand bureau. Oui, un grand bureau, et qui venaient étudier notre mode de scrutin et le mode de scrutin britannique. En disant, on a un mode de scrutin qui est très compliqué, cette mosaïque nous empêche d'avoir des coalitions, des gouvernements stables, et donc ils étaient intéressés à s'inspirer éventuellement de nos modes de scrutin. On les avait reçus, et j'avais très bien compris que rien ne bougerait, parce que l'ensemble des petits partis refusaient, en disant, évidemment, tout le monde a intérêt pour pouvoir exister à maintenir ce système. Alors on a remonté le système de 2% à 3,25 maintenant pour avoir des députés à la Knesset, mais enfin 3,25 c'est encore très très faible. Ce qui fait que c'est vrai qu'à l'issue... Et ce qui a provoqué l'union des petits partis, l'union des partis Mais c'est pour ça qu'à l'issue de ce scrutin, on risque de ne pas savoir encore pendant plusieurs jours qui sera réellement Premier ministre et comment sera gouverné Israël. Alors je ne crois pas qu'à l'issue du scrutin, nous ayons des tensions à l'intérieur du pays. Ce pays a l'habitude de ce mode de scrutin et de cette mosaïque et de ces coalitions souvent improbables pour nous d'ailleurs, mais qui finalement arrivent à constituer des gouvernements et arrivent à gouverner, même si pour nous, cela nous semble quand même assez... Alors, et ça va pas ça, je donne la parole. Regardez ce sujet, parce que sinon on ne le verra pas, on est au cœur du débat politique. C'est un état des lieux, des forces en présence, des thèmes de campagne. On les a déjà évoqués, mais aussi des réactions de la rue, des Israéliens, qui juste avant le vote ont donné leur point de vue sur la situation. Regardez ce sujet d'Ahmed Tazia. Israël a voté pour renouveler son Parlement. Près de 6 millions d'Israéliens ont élu les 120 députés de la Knesset dans le cadre d'élections anticipées, provoquées par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Des législatives qui sont dans une large mesure un référendum pour ou contre Netanyahou. Tant qu'il garde ce système électoral, il y aura toujours les mêmes blocs, les mêmes alliances. Nous manquons d'un leader qui agit avec des intentions pures.
Dans ce système parlementaire, deux blocs principaux s'affrontent. Une alliance de gauche et du centre, l'Union sioniste, et à droite, le Likoud, le parti de Netanyahou. Même si l'Union sioniste obtient plus de voix, l'actuel Premier ministre aura plus de chances de former une coalition avec la myriade de petits partis de droite. C'est sûr que Netanyahou est la grande question. C'est un leader depuis tellement d'années. Pendant ces 20 dernières années, il est devenu Premier ministre en 1996 et depuis, il a été Premier ministre en Israël pendant 9 ans en totalité. C'est beaucoup. Je crois que c'est la deuxième plus longue période dans l'histoire de l'État d'Israël. Face à Netanyahou, qui vient de donner un sévère coup de barre à droite en enterrant l'idée même d'un État palestinien avec lui au pouvoir, les partis de gauche ont fait émerger Isaac Herzog, aussi policé que Netanyahou peut être abrupt. Le parti travailliste historique a dû faire alliance avec l'ancienne ministre centriste, Tzipi Livni, pour former l'Union sioniste, créditée de 25 à 26 sièges sur 120 dans les sondages. On voit chez les Israéliens une baisse de l'attachement au parti et plus d'attachement à une personnalité. Parfois, cela n'a pas d'importance d'appartenir à tel ou tel parti, mais on va chercher plus un leader charismatique qui va résoudre tous nos problèmes. Les Israéliens devraient avoir une idée précise de la formation de leur 20e Knesset cette nuit. Voilà, cette nuit, le suspense est fort. Peut-être dans 2 ou 3 jours, disait tout à l'heure le député UDI, parce qu'il y a ce débat, effectivement, de savoir les coalitions, les travails en coulisses. On a quand même entendu les citoyens. Je repose ma question, Esther Benbassa, les citoyens qui disent, mais on voudrait quelqu'un qui nous guide, qui soit juste. Il y a quand même des critiques sur la façon dont il gouverne. Est-ce que cet homme peut continuer à gouverner? Il y a eu des critiques, je dis, la Cour des comptes qui considérait qu'il dépensait trop, son épouse. Il y a eu quand même plusieurs polémiques autour de sa façon de gouverner. Ça, c'est très concret. Ça correspond aux affaires dans les pays démocratique, quand on épingle un candidat, est-ce que ça c'est préjudiciable? Est-ce que ça peut être préjudiciable à son maintien au pouvoir? C'est pas la Cour des comptes qui va jouer un rôle important dans le vote israélien. Le problème, c'est que d'un côté, il y a une société fatiguée d'avoir œuvrer pour la paix, enfin je parle des intellectuels, etc., qui sont lassés. De notre côté, il y a une droitisation d'Israël, je ne sais pas si c'est extrême droitisation. Une partie, oui, et une partie, une vraie droitisation. Vous voyez, je ne sais pas si c'est Netanyahou qui a droitisé Israël ou les Israéliens sont droitisés eux-mêmes. La question palestinienne, de nouveau, le conflit après Gaza, oui, les gens ont été choqués, etc. Mais depuis qu'il y a le mur, les Israéliens, comme je l'ai dit au début, ils sont dans le déni quand il n'y a pas d'attentat, ils sont dans le déni de la question palestinienne. Les Palestiniens, c'est loin. Je parle, moi, du peuple, je ne parle pas des penseurs. Et à côté de ça, on voit, par exemple, toujours des partis émerger, comme le parti de Yair Lapid aux élections précédentes. Là, le parti Kulanu, qui veut dire nous tous, parce que ce monsieur, qui s'appelle Moshe Kalon, veut disons, lutter contre les lobbies et faire baisser le coût de la vie. Il a fait ça pour la téléphonie, qui a été une révolution en Israël. Vous savez, les gens n'appelaient pas autant, les prix étaient détenus par la firme nationale qui s'appelle Bezek. Les gens il a libéralisé la téléphonie. À ce genre des choses concrètes dans la vie quotidienne des Israéliens. Quand même, il y a 26 partis, je crois, qui se présentent, et il y aura quand même une sorte de satellisation du vote. Et puis Netanyahou, à sa droite, quand même, le chasse. Et il pourrait faire alliance avec des partis d'extrême droite. Oui. Enfin, en tout cas, ou des partis ultra. Juste, Denis Siffert, vous parliez tout à l'heure que ce parti de l'Union arabe pouvait faire revenir le débat palestinien. Moi, j'entends qu'il n'y a plus d'interlocuteur, que la paix n'est plus aujourd'hui d'actualité, qu'on est d'abord dans des réflexes de sécurité aussi. La
la paix a encore une chance, il y a encore un espace pour discuter, parce qu'on voit que l'autorité palestinienne est très embêtée, l'argent n'arrive plus, les fonctionnaires à Gaza, si j'ai bien lu, ne sont plus payés, il y a quand même près de 4000 ou 5000 fonctionnaires qui n'ont plus d'argent, on sent de vives tensions. Comment on fait là? C'est quoi les portes, les issues possibles? Ce qui est curieux et le paradoxe, c'est que la campagne, en effet, a très peu parlé de la question palestinienne. Pourquoi? C'est parce que ça n'intéresse pas? Parce que je crois que la question sociale a pris le dessus, hein, ça c'est clair. Et je pense que c'est malgré tout aussi une victoire un peu idéologique, et je dirais presque posthume au sens politique du terme de Netanyahou, même s'il est battu. Il a réussi à imposer, lui en tout cas, que cette question soit évacuée. Mais la question demeure, elle demeure. Et elle a son autonomie, si j'ose dire. Elle continue d'agir par la démographie, par toutes sortes de choses. Et je disais tout à l'heure qu'en effet, la liste arabe qui a fait sa campagne sur le thème de l'égalité civique. C'est quoi l'égalité civique? C'est l'idée que tous les citoyens de la Méditerranée au Jourdain pourraient avoir les mêmes droits. Eh bien, cette idée, elle est relayée déjà parmi pas mal d'intellectuels palestiniens des territoires. Ce qui fait que, même s'il n'y a pas d'interlocuteur pour la paix, etc., ce qui se discute, même s'il n'y a pas de solution à deux États, on risque d'aller, c'est le grand paradoxe là, de l'ultrasionisme, si j'ose dire, c'est celui des colons et Netanyahou, on risque d'aller vers une situation finalement binationale qui serait subie, qui ne serait pas voulue, mais qui serait une conséquence de l'inertie politique et d'une colonisation qui progresse et qui fait que la question de l'égalité des droits pour les citoyens deviendrait la question palestinienne reconfigurée en quelque sorte. Bien sûr. Alain Dikoff et Rudy Sall, parce qu'on a une sentinelle citoyenne, on va lui faire poser sa question parce qu'il va nous quitter. Il s'appelle Jordan. Et puis je vous poserai une question sur la question des ultra-orthodoxes, parce que vous dites, Alain Dikoff, qu'il y a quand même des conflits, au-delà des questions de territoire, des conflits religieux très forts. Et j'aimerais vous entendre sur ces questions. Mais d'abord, Jordan, on vous écoute, posez votre question. Alors moi j'avais une question pour Esther Benbassa. Je voulais savoir, puisque la gauche israélienne encourage énormément les démarches unilatérales, alors on l'avait vu par exemple avec Gaza quand ça avait été le retrait opéré par Ariel Sharon, les démarches unilatérales ne donnent pas une suite positive quelle qu'elle soit, et également quand Esther Benbassa parlait tout à l'heure de droitisation de la société israélienne, je pense qu'il vaudrait mieux peut-être parler de radicalisation dans la mesure où toutes les populations de la région sont radicalisées. On le voit même en Palestine, la population est radicalisée. Je ne pense pas que ce soit un reproche qu'on puisse faire soit que à la société israélienne, soit un reproche qu'on puisse imputer à Netanyahou. On peut peut-être en faire d'autres, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il a participé de la droitisation. Ça rejoignait un peu ma question. Radicaliser plus que droitiser, c'est ce que vous dit la sentinelle. Elle s'est droitisée ou elle se radicalise et qu'il y a des tensions? Le mot radicalisation pour l'ensemble de la société israélienne. Le pays est divisé en deux. Le nord reste tout à fait laïque et le sud, si on peut parler ainsi, Jérusalem, ses alentours et tout, reste religieux et avec des couches très radicalisé. Enfin, quand on se promène à Tel Aviv, on voit pas des radicaux. Pas seulement. C'est une ville à l'américaine. Enfin, bon, là, je suis pas d'accord avec monsieur, mais c'est vrai qu'il y a une radicalisation montante. À cause de quoi? À cause du conflit avec Daesh, à cause des pressions sur l'État israélien? Non, c'est pas le Daesh, etc. Les Israéliens, c'est parce que l'état de guerre, quand même, qui dure depuis des années, a fait qu'il y a un retour au religieux, et quand on retourne à la religion, il vaut mieux être radical qu'un religieux, disons, du samedi. Oui. Mais oui, alors ça, on le voit. De l'autre côté, bien sûr, il y a le Hamas, c'est la radicalisation, bien sûr, mais il ne faut pas non plus mettre des étiquettes. Je crois que les Israéliens sont lassés du discours de Netanyahou, parlant toujours, voilà, Israël, aujourd'hui, c'est les Juifs pendant l'Holocauste. C'est un discours depuis Begin qui n'intéresse plus les jeunes, d'abord. Et deuxièmement, cette jeunesse voit en Netanyahou un homme du passé. Vous voyez qu'on y vient, c'est mes premières questions. Oui, c'est un homme du passé pour eux. Et puis, on a oublié
de parler de l'attitude de Netanyahou à l'endroit d'Obama, qui a quand même beaucoup froissé, sur la question les iranienne. couches, disons, éduquées de la société israélienne. Et ce conflit avec les États-Unis est toujours mal vu en Israël, parce que c'est une idée que les États-Unis protègent absolument. Israël. Et ça a déplu, en effet. Rudi Sall, sur la question de la radicalisation, ou de la droitisation, de la radicalisation religieuse. Moi, je vous ai lu dans une interview, vous dites qu'il y a évidemment un conflit de territoire, mais il y a aussi un conflit terrible, religieux, entre juifs et musulmans, parce que chacun s'est radicalisé avec certaines couches des populations. Vous êtes d'accord avec ça, Rudi Sall, qu'il y a une vraie difficulté? Mais vous allez nous l'expliquer, parce que ça ne se résume pas en une phrase. Il faut vraiment l'expliquer. Vous allez nous l'expliquer. Justement, c'est pour ça qu'on débat. Compliqué. Il y a un antagonisme au sein de chaque... Rudi Sall, vous en pensez quoi? C'est quelque chose qu'on peut sentir également dans notre pays. C'est pas quelque chose qu'on ressent uniquement en Israël. Dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec les événements qu'on a vécus notamment récemment, on sent qu'il y a plutôt une radicalisation de tout le monde vis-à-vis de l'autre. Un repli, ce que disait Esther Ben Bassa. Un repli, une crainte, une angoisse, un antagonisme, on appelle ça comme on veut, mais on voit bien que le climat qu'on a pu connaître il y a une vingtaine, une trentaine, 40 d'années, tout ça ne se posait pas, les questions ne se posaient absolument pas. Les juifs et les musulmans vivaient ensemble sans aucun problème dans la société. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, mais pas simplement en Israël. Alors qu'en Israël, les choses soient un peu exacerbées parce que c'est un petit pays qui est entouré d'un certain nombre de pays avec lesquels Israël ne communique pas. Israël est une île aujourd'hui dans cette région du monde. Il n'y a pas du tout de contact avec ses voisins, mais les Israéliens considèrent que ses voisins sont aujourd'hui ses ennemis, et donc il y a plutôt une radicalisation qui s'accentue d'ailleurs du fait que on voit aujourd'hui se développer, avec Daesh notamment, des mouvements qui sont beaucoup plus inquiétants encore, et pas simplement pour Israël. Et qui mettent en danger Israël directement ? Bien sûr, qui pourraient mettre en danger Israël, et nous aussi d'ailleurs. Mais vous voyez, on a parlé des États-Unis tout à l'heure. Effectivement, j'ai eu moi des réactions d'Israéliens qui n'étaient pas très satisfaits de la position de Netanyahou aux États-Unis et devant le Congrès américain. De même que j'ai eu beaucoup de réactions d'Israéliens qui s'excusaient même auprès de nous sur les déclarations que Netanyahou avait faites par rapport à l'ALIA des Français. En France, ça avait froissé. Et les Israéliens nous disaient on fait l'ALIA pour de bonnes raisons et pas pour de mauvaises raisons. Oui, ça avait froissé. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a peut-être pas mesuré, mais que j'ai ressenti en Israël, et c'était quelque chose de positif. Mais concernant les États-Unis, on a quand même le sentiment aujourd'hui que la diplomatie américaine au Proche-Orient est totalement à côté de la plaque. Enfin, il y a simplement 1 an et demi, les États-Unis demandaient à François Hollande d'intervenir en Syrie pour faire disparaître Bachar el-Assad. Et aujourd'hui, il est toujours au pouvoir. Et John Kerry aujourd'hui dit qu'il faut peut-être se remettre à discuter avec lui. Donc, on sent qu'il y a une vraie faiblesse des Américains aujourd'hui au Proche-Orient, et ça n'est pas fait pour arranger les choses. Juste, revenons à Israël. Je ne voulais pas synthétiser et mal utiliser votre interview, mais vous dites qu'il y a fondamentalement des ultra-orthodoxes des deux religions et qu'on a politisé le religieux et qu'évidemment ça crée de très fortes tensions au-delà des questions territoriales. En effet. J'affine un peu ma question pour la rendre... Ça fait un moment. Non, en fait, ce qui se passe, et je crois que c'est ça le phénomène qui dans le fond est le plus inquiétant, c'est que on voit d'un côté un néo-sionisme se développer, un néo-sionisme, c'est-à-dire un sionisme matiné de religieux, dont Naftali Bennett est vraiment l'exemple le plus net, c'est-à-dire un sionisme nationaliste, religieux, qui affirme très clairement le droit uniquement du peuple juif à vivre entre la Méditerranée et le Jourdain, d'où d'ailleurs sa proposition d'annexer purement et simplement 60% de la Cisjordanie à Israël, parce qu'il considère que et que le reste, les îlots palestiniens auraient une sorte d'autonomie très très limitée. Et de l'autre côté, évidemment, de façon assez concomitante, c'est ça qui est intéressant, ces phénomènes dont on parle aujourd'hui, ça commence dans les années 70, donc ça fait 40 ans que ça dure, mais ça a monté progressivement. Et comme parallèlement, les idéologies laïcistes nationales aussi, qui représentaient d'un côté le mouvement national palestinien qu'Arafat a pu incarner à un moment et qu'Abbas essaye d'incarner à sa façon encore aujourd'hui, et de l'autre côté le sionisme des origines qui était un sionisme laïque, se sont
se sont un petit peu effrités, eh bien, l'espace a été rempli par ce type de nationalisme religieux, musulman d'un côté, représenté par Hamas, et de l'autre côté par ce néo-sionisme. Qui éloigne la paix, enfin, qui éloigne la possibilité de pouvoir se mettre autour d'une table et de discuter. C'est plus facile quand c'est des laïcs. La preuve, entre Nasser et Ben Gourion, on n'a pas eu la paix, c'est les années 50, il n'y avait pas de religieux. Donc il ne faut pas avoir une vision réductionniste. Mais il est tout à fait certain que si on a deux types de nationalisme religieux qui s'affrontent de cette façon, la paix est complètement impossible parce que tous les deux sont dans une logique d'absolu. Pour eux, il n'y a pas de compromis possible parce que cette terre, elle est sacrée pour les Juifs, d'un côté pour les sionistes religieux, uniquement pour les Juifs, et pour les musulmans, c'est la même chose. Parce que quand vous lisez dans la charte du Hamas que la Palestine est considérée comme un waqf inaliénable, il n'y a pas de paix possible. C'est fermé. Donc là, on est dans des logiques d'antagonisme. Le problème, c'est qu'évidemment, moins il y a une solution politique, plus ces types de nationalisme religieux se renforcent. Et plus on est dans l'impasse. Denis Siffert, on va voir le clip voilà, parce que chaque candidat qui avait un peu d'argent a fait des clips. Benjamin Netanyahou a fait un clip. Elle a dépensé beaucoup d'argent en communication, un peu à l'américaine d'ailleurs, où on va voir ce clip tout de suite, puis je vous poserai ma question. Mais regardez, il arrive chez les gens, notamment, il s'adresse à la communauté française, celle qui a fait son alia et qui est venue. Et il va essayer évidemment de leur parler et de leur dire des choses. On va voir les images. Denis Siffert, avant de préparer les images, ma question avant de voir ce clip, concrètement, la suite c'est quoi? La paix c'est quoi? Parce que j'entends qu'il y a une radicalisation, j'entends que chacun est replié dans ses univers, on met un mur, on finit le mur et chacun va vivre. Comment? C'est quoi la suite? Est-ce que Benjamin Netanyahou peut être celui qui amène la paix ou celui qui, chaque jour, va expliquer qu'il protège le peuple de l'insécurité, du danger, du Hamas? C'est quoi l'issue? De la bombe atomique. Et de la bombe atomique, puisqu'il a beaucoup communiqué dans cette campagne sur le nucléaire iranien et le dossier américain dont on vient de parler. Et d'ailleurs, beaucoup misé dans cette campagne sur cette question. Oui, c'est peut-être ce qui va causer sa perte, parce qu'il a été un peu, en effet, à côté de la plaque des préoccupations de la population. Alors la suite, je ne la connais pas plus que quiconque d'autre, hein, mais ce qui est certain, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même la question des colonies, la colonisation, les territoires, etc., elle est posée objectivement, quels que soient les discours politiques. Donc c'est le grand paradoxe, c'est que c'est à ne rien faire ou à vouloir continuer de coloniser, les Israéliens vont avoir, les Juifs israéliens pour le coup, vont avoir une solution qu'ils veulent combattre. C'est un peu une politique de gribouille. C'est qu'on va arriver par la démographie, par l'inertie, à remettre en cause la nature juive de l'État que précisément défendent les ultras. Pas spécialement d'ailleurs Netanyahou, mais Bennett et quelques autres. Quand il dit qu'il veut annexer une grande partie, 60% à Cisjordanie, en effet, il risque d'arriver à une solution qui sera une solution de fusion de fait entre la population. Donc séparation des populations, excusez-moi d'être un peu... Israélienne. De fait, avec une séparation des populations. On aurait une sorte d'État binational qui serait en fait Israël, dans une façon, de la Méditerranée au Jourdain. Et en effet, la revendication palestinienne se transformerait, ce serait plus de deux États. Et je crois qu'il faudrait le regretter. Et ce serait une revendication de citoyenneté commune. Et là, ça poserait un problème très fort, démographique. Et on a parlé de situation d'apartheid à la sud-africaine. C'est vraiment vers ça qu'on risquerait d'aller. Donc, ne rien faire, c'est sans doute, même du point de vue, disons, des intérêts des dirigeants israéliens, la pire des choses. Je sais que Henri Queuille disait il n'y a pas de problème dont une absence de solution puisse résoudre le problème. Mais là, je crois que c'est contredit par la situation israélienne. Vous êtes d'accord, Rudy Sall, sur la façon, parce qu'il y avait le débat sur Jérusalem-Est, la partition de Jérusalem, des questions importantes de territoire. Est-ce qu'on se dirige vers ce type de scénario-là, finalement, ou pas? Moi, je ne pense pas. On en est loin encore, là, non? Moi, je ne pense pas. Je pense que le projet de deux États reste encore d'actualité. Le problème, c'est que pour pouvoir construire le deuxième État, il faut des interlocuteurs, et aujourd'hui, ils n'y sont pas. Et d'ailleurs, on joue de malchance parce que... C'est pas un argument un peu comme utilisé pour dire, finalement, comme on n'a personne, on fait pas de... Écoutez, il y a eu... Un argument passe partout. Non, il y a eu... Mais écoutez, en tout cas, il y a toujours avec quelqu'un... il y a toujours quelqu'un avec qui discuter. Mahmoud Abbas, pour le moins, oui. Il y avait Arafat,
Arafat était un chef de guerre, c'était pas un chef d'État, parce que l'occasion s'est présentée à l'époque d'avoir un État palestinien. On était qu'en 2003, là, on est dans on était décembre 2003. Années 2000. Ensuite, nous avons eu Mahmoud Abbas. Le problème de Mahmoud Abbas, c'est que ça a coïncidé avec la séparation du Hamas et deux Palestines d'une. Et finalement, là aussi, rendez-vous manqué, puisque Mahmoud Abbas était un modéré avec lequel il était possible de dialoguer. Et donc, finalement, donc c'était possible avec Mahmoud Abbas. Mais c'était possible, mais pour l'instant, ça ne l'est plus, parce qu'il y a deux Palestines. La réalité, c'est celle-là. Et donc, à partir de là, comment voulez-vous construire un État avec en plus la participation du Hamas, qui aujourd'hui soutient le djihad islamiste et soutient... Il y a Gaston qui veut lui parler, mais vous n'êtes pas d'accord, parce que c'est un argument qu'on entend beaucoup finalement. Comme il y a deux États, c'est plus possible. Passe-partout. Non, c'est pas un argument passe-partout, vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est votre droit. Écoutez, bon, c'est allez-y, Esther Benbassa, parce qu'il y a Gaston qu'on va oublier comme explication, parce que... Mais c'est personnel, écoutez, votre explication est personnelle aussi, hein. Je parle en mon nom, si vous voulez, d'accord. Pour Oslo, oui, d'accord. Bon, pendant Oslo, il y a eu des interlocuteurs. Pourquoi il n'y aurait pas maintenant? Non, mais ça c'est l'argument de Netanyahou depuis longtemps. Non, je ne suis pas Netanyahou et je ne suis pas son porte-parole. Et en plus, il y a... Je suis un observateur comme vous. Il y a deux Palestines, mais il y a deux Israël aussi. Non. Pourquoi? Ah ben si, il y a deux Israël. Il y a d'un côté un Israël qui est... Mais non. Ben, si, alors, il y a deux Israël. Il y a l'Israël des ultra-religieux, l'Israël des colons qui, eux, ne veulent absolument pas faire la paix. Et les autres changeraient d'avis. L'opinion israélienne est très volatile. Pendant Oslo, ils ont changé d'avis. Ils étaient donc pour c'est deux possible, États. il y a des interlocuteurs. C'est un argument qui vous plaît ou pas, ce que dit Rudi Sall? Non, ça ne me passionne pas et ça ne me convainc pas totalement. Non, ce que je crois au contraire, c'est que le fait que les dirigeants israéliens n'aient pas pris la main que leur tendait Arafat au moment en 2000 et même bien avant, parce qu'il a fait quand même un choix énorme qui a été d'accepter les accords d'Oslo, etc. Et Mahmoud Abbas aujourd'hui fait le jeu du Hamas. C'est-à-dire que moi je me demande jusqu'à quel point la droite israélienne ne spécule pas sur une croissance du Hamas. Et l'argument, il n'y a pas d'interlocuteur. Si, il y a un interlocuteur. Et c'est justement en faisant essuyer cet interlocuteur des rebuffades multiples et sans arrêt qu'on fait croître le Hamas. C'est ça qui se passe. Qu'il est impossible de pouvoir discuter avec le Hamas. En renvoyant dos à dos le Hamas et Mahmoud Abbas, on fait le jeu des extrémistes qui disent, voyez la stratégie de Mahmoud Abbas, elle ne mène à rien, et c'est nous qui, peut-être par la violence, etc., allons pouvoir obtenir gain de cause. Alain Dikov, vous êtes d'accord? Parce que j'expliquais, il y a quand même des problèmes de financement des fonctionnaires. Je leur dis, ça paraît anodin, mais qui peuvent être une des causes aussi de nouveaux conflits, de difficultés au sein même de Gaza, puisque même le responsable du parti travailliste, Isaac Herzog, souhaite démilitariser, si j'ai bien lu, la bande de Gaza. Il le souhaite aussi assez vivement. Voilà. Il n'y a pas d'État palestinien. Mais je pense qu'en effet que la droite israélienne ne recherche pas sincèrement la paix, parce que une recherche sincère de paix, ça passe par un compromis. Et chacun fait un pas, quoi. Bah oui, et là, en l'occurrence, je dirais qu'en encourageant de façon vraiment régulière la poursuite de la colonisation en Cisjordanie, on sape en même temps ce qu'on prétend promouvoir, donc à savoir la solution des deux États. Donc là, il y a une contradiction. Et tant que cette contradiction ne sera pas levée, la paix est tout simplement impossible, indépendamment du fait de savoir s'il y a un interlocuteur ou pas, d'ailleurs. Ça repose uniquement sur la volonté israélienne. Ils peuvent arrêter demain de donner des permis de construire, de raccorder les caravanes qui sont installées de façon sauvage au départ au réseau routier. C'est très simple. Et ça ne dépend de personne. Et ça ne se fait pas pour l'instant. Et les frontières avec les colonies. Les frontières sont invivables pour un État palestinien indépendant. Merci Esther Benbassa. Je dis parce que le temps file et que nous sommes en retard. Je voulais remercier Rudi Sall, député UDI, qui vous êtes le vice-président du groupe d'amitié France-Israël. Merci Alain Dikov, vous êtes chercheur. Merci d'être venu sur ce plateau aux séries à Sciences Po. Merci Esther Benbassa, députée sénatrice Europe Écologie Les Verts. Merci d'être venu. Et puis merci à Denis Siffer, Politis. C'est justement sa une sur Israël à découvrir en une. Merci à vous quatre. Merci à nos sentinelles. Je voulais remercier Gaston. Vous reviendrez, Gaston.